lors du dernier concert de Lost Salvation, qui a tourné à l'horreur au stade de San Siro à Milan. Le monde du métal a perdu des figures emblématiques. Bienvenue dans ce nouvel écho du crépuscule. Dans les veines de Rick Tiger Duval coulait plus que du poison. Une bête pernicieuse, nourrie par chaque chute. Jusqu'à ce qu'un dernier accord fasse éclater l'horreur au grand jour. Parfois, un seul mauvais choix peut ouvrir la porte aux pires abominations. On les appelait les seigneurs déchus du heavy. Lost Salvation, c'était le feu, la sueur, les guitares hurlantes et les excès sans limite. En tête, Rick Tiger Duval, guitariste de génie, âme tourmentée, idole et damnation incarnée, junkie notoire. Après plus de 20 millions d'albums vendus, des tournées monstres en ouverture des plus grands, où il détrônait des Motley Crue, des Motorhead et même des Black Sabbath au milieu des 80s, Lost Salvation connaîtra un essor fulgurant. Puis une chute brutale dans l'oubli, avant qu'il ne reste plus rien. Rien, sauf un retour sur scène en 2025, aussi inespéré que sanglant. Lors du dernier concert de Lost Salvation, qui a tourné à l'horreur au stade de San Siro à Milan, le monde du métal a perdu des figures emblématiques. Comment aurait-on pu imaginer une telle tragédie ? Dans l'obscurité d'un laboratoire clandestin, des hommes en blouse manipulaient des fioles emplies d'un liquide noirâtre et huileux. Une table de pierre, gravée d'incantations occultes, trônait au centre de la pièce. L'un des hommes traça un cercle avec une poudre rougeâtre sur le sol. « Es-tu sûr de ce que tu fais ?» murmura l'un d'eux. Le chef de groupe hocha la tête et versa le contenu d'une fiole au centre du cercle, en murmurant une mystérieuse incantation. Une odeur immonde emplit le laboratoire. « Ce que nous sommes en train de créer n'a pas de précédent. » chuchota l'opérateur. Jusqu'à présent, personne n'avait encore mixé la chimie à la magie. Des ombres rampèrent sur les murs, sifflant des mots qu'aucun des chimistes présents ne comprenait. Les lumières crachotèrent, puis un cri rauque déchira l'atmosphère. Une forme ténébreuse se matérialisa, se tordant, cherchant une prise dans notre monde. Regardez comme il absorbe les molécules autour de lui pour se constituer. C'est fascinant. De l'énergie noire à l'état pur, sortie du néant. Nous venons de créer une entité. D'aucuns appelleraient ça un démon, constata l'un des collaborateurs ébahis en s'épongeant le front. Et c'est en quelque sorte de ça qu'il s'agit. La drogue est un démon. Et dans ce cas précis, le démon est la drogue. Il leva un bras. Là-bas, tenez-vous prêts. 3, 2, 1, go! On pressa un interrupteur. En un instant, la masse semi-gazeuse fut aspirée par un énorme tuyau, raccordé à un réservoir translucide. Se mélangeant à la base chimique déjà à l'intérieur, le liquide noirâtre tourbillonna, vibrant d'une lueur malsaine. Ça fonctionne comme prévu. Un sourire éclaira le visage du chimiste en chef. On conditionne tout ça en fiole de 10 millilitres et à nous la fortune. D'abord, on va tester. Dit un homme en costume gris. Pour que le business soit solide, vous devez m'assurer que vous pouvez répondre à la demande. Si demande il y a. Comme vous les voyez, c'est ultra rentable. Très peu de matières premières, un taux addictif que j'estime à 10 fois supérieur à celui de l'héroïne ou n'importe quel autre opiacé. Il faudra qu'on lui donne un petit nom accrocheur. Que dites-vous de Dimonzai? Lady Démon? Ouais, ça sonne bien. Mais qu'importe l'appellation, de toute façon, les camés et les dealers, ils finiront par y trouver un petit nom bien à eux. Ce qui compte, c'est les effets. Et d'après mes observations, je peux vous garantir que les clients vont en raffoler. Vendez ça comme un booster de performance, infiniment plus efficace que la cocaïne et les amphétamines réunies. En attente de ses premiers hôtes,
L'ombre prisonnière frémissait contre les parois du réservoir. Le concert à Las Vegas venait de s'achever dans une hystérie assourdissante. Depuis le premier rang, des mains se tendaient vers les musiciens qui regagnaient les loges par l'allée bordée de barrières. Rick Tiger Duval savait qu'il venait de livrer une de ses pires performances. Ses solos étaient hésitants, ses riffs approximatifs. Il n'avait plus la flamme. Il n'avait plus rien. De retour dans sa chambre d'hôtel, il balança sa boîte à guitare sur le lit et s'affala dans un fauteuil, les yeux rivés au plafond. Ce soir-là, Rick ne se sentait pas la force de réviser ses gammes. Pourtant, il savait que la médiocrité de ses dernières performances venait de son manque d'entraînement. Ou peut-être de son manque, tout court. Autrefois génial compositeur de heavy metal aux idées innovantes, il n'était plus aujourd'hui qu'une coquille vide. La motivation s'était éteinte. Tout ce qu'il souhaitait à cet instant, c'était oublier son corps, sentir la chaleur cotonneuse de l'héroïne, envahir ses veines et apaiser son esprit. 3 semaines d'abstinence, il n'en pouvait plus. Une sueur froide glissait le long de sa colonne vertébrale. Un concert raté de plus. Il ouvrit un tiroir de la table de chevet et en sortit une fiole emplie d'un liquide noirâtre. De l'héros, il n'en trouvait plus. Ce nouveau truc ferait l'affaire. Il se rappela ce que lui avait confié Ethan, son dealer. C'est un de mes contacts qui m'a refourgué cette cam. De la bombe. Mieux que la coke ou les amphètes. Ça va te booster tes performances. Il m'a dit que c'est fabriqué au Vatican. On appelle ça la Demon Ice. Le Vatican ? Avait répété Rick, incrédule. Ouais, enfin je crois. J'ai essayé, ce truc est incroyable. Fais-moi confiance. Rick avait hésité, mais l'appel de ses veines avait été plus fort. Et maintenant, il était là, prêt à replonger. Il sortit la seringue de la trousse noire qui le suivait depuis tant d'années et prépara sa dose, comme il l'aurait fait avec sa cam habituelle. Sauf qu'il n'y avait pas besoin de chauffer la cuillère. Ses mains tremblaient. Il expulsa l'air de ses poumons, serra l'élastique et enfonça l'aiguille dans son bras. Eric n'eut pas le temps de ressentir quoi que ce soit. La porte s'ouvrit violemment. Tony Massini, son manager, entra en furie, le visage cramoisi. Putain, t'as de la chance d'avoir encore des fans avec la merde que tu nous sors en ce moment. Dernier concert résidence, mec, avant la tournée. Tu comptes nous faire le tour du monde en présentant des concerts merdiques comme ça, mec? Les gars parlent de te remplacer, mec. Alors je te rappelle que la tournée européenne s'achève à Milan. T'allais jouer juste avant Metallica, mec. Alors Kirk Hammett, c'est peut-être pas une flèche, mais il va bien se foutre de ta gueule. Eric ne répondit pas. Son corps était en attente. La drogue mettait du temps à agir. Son regard dériva vers la seringue vide sur la table de chevet. Tony suivit son regard et se figea. Je croyais que t'avais décroché de cette saloperie. Eric ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment, un orgasme phénoménal lui retourna le cerveau avec la puissance d'un tsunami. Ses yeux se révulsèrent, il lâcha un râle de jouissance et tout devint noir. Une odeur métallique, lourde, insupportable. Eric ouvrit les yeux et comprit immédiatement que quelque chose clochait. Lentement, il redressa la tête. Tony Massini gisait devant lui, éventré, les yeux exorbités de terreur, la bouche béante, figée sur une grimace douloureuse. Une partie de ses intestins pendait au dehors de sa panse ouverte comme une rose écarlate. Eric se releva en chancelant, prêt à vomir. Ses mains étaient poisseuses. Des morceaux de chair luisaient sous ses ongles fendus. Il souffla. « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Son regard se porta vers le miroir. Il cligna plusieurs fois des yeux pour s'assurer qu'il n'était pas en proie à une hallucination. Son reflet était étendu sur la moquette, maculé de sang. À côté de son corps, à quelques centimètres de sa main, un morceau de miroir poisseux cassé en pointe. Il regarda sur le sol. Le morceau de miroir présent dans le reflet ne s'y trouvait pas. Et c'est quoi ce délire? Il n'avait pourtant pas l'impression d'être encore sous l'empire de la drogue. Soudain, l'image reflétée bougea. Sans un bruit, le corps de Rick Reflet se redressa d'une étrange manière, comme dans un film qu'on rembobine, tandis que le morceau de miroir sauta dans sa main droite. Tout aussi étrangement, le corps éventré de son manager se remit sur pied avant de se propulser sur l'éclat de miroir incisif brandi par Rick Reflet.
Les entrailles de Tony Massini bondirent dans son abdomen. L'arme s'y planta à plusieurs reprises. La plaie se refermait un peu plus à chaque coup porté. Jusqu'à ce qu'en sortant une dernière fois, la lame de verre résorba complètement la blessure. De la stupeur, le regard de Massini passa à la surprise, puis à la colère. Rick vit alors son reflet s'approcher du miroir en marche arrière, puis se retourner avant de se baisser pour poser le fragment sur le sol. Après s'être redressé, Rick Reflet passa son poing contre la vitre et le retira vivement, en même temps que les éclats vinrent se recoller. Les fissures se refermèrent, et Rick comprit que le miroir lui rejouait la scène du crime à l'envers, comme un écho visuel inversé. Sa représentation s'éloignait de la psyché à reculons pour gagner le fauteuil. Quelques secondes plus tard, il vit Massini Reflet sortir de la chambre en marche arrière, la porte se refermant violemment sur lui, puis l'image revint au présent. Les visions cessèrent, mais le cadavre de son manager n'avait pas disparu. Putain de bordel! What the fuck? Désemparé, il se pencha sur sa victime sans oser la toucher. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Une voix lui répondit. Ce putain de miroir me parle. Son portrait hochait le menton en répétant. Je comprends rien, bordel. Mais les caractéristiques de ce qu'il entendait lui étaient familières. Il avait déjà utilisé ce type d'effet de bande inversée sur les albums de Lost Salvation. Technique dont les Beatles et Jimi Hendrix furent les pionniers, 2 décennies avant lui. Tu parles à l'envers, c'est ça? Attends. Il alla verrouiller la porte, puis attrapa son sac de voyage duquel il extirpa son mini-enregistreur. Ce truc ne lui avait plus servi depuis longtemps, mais il le gardait à portée de main, dans le cas inespéré d'une inspiration soudaine. Les batteries étaient à moitié chargées, il posa l'appareil sur la commode et pressa le bouton d'enregistrement. Eric s'adressa à son double. Répète encore. Ok, c'est bon. Avant d'appuyer sur play, il paramétra le mode reverse. Et la phrase enregistrée sortit à l'endroit. Débarrasse-toi du corps. Débarrasse-toi du corps. Débarrasse-toi du corps. Rick prit sa tête entre ses mains. Devait-il appeler les flics? Alerter ses collègues musiciens? Se donner la mort? En finir une bonne fois pour toutes? Putain. Son reflet autonome mimait un geste que Rick connaissait bien. Sa main droite tenait une seringue invisible qu'elle appliquait dans le pli du coude gauche. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Attends. Eric enregistra. Vas-y, répète. Remets-toi une dose, et je m'occupe de tout. Et si je refuse? Tu iras moisir le restant de tes jours en prison. C'est toi qui as tué Massini. Non, c'est toi. Laisse-moi m'occuper de ça. Je ne laisserai aucune trace. Et tu pourras dormir tranquille. Eric lorgna la seringue et l'élastique sur la table de nuit. Il tenta de lutter contre le besoin irrépressible qui resserrait déjà ses griffes sur sa volonté. Cette came avait une puissance inégalée. Le flash avait été bref, mais si intense qu'il voulut le ressentir une nouvelle fois. Et si en plus ça remettait tout en ordre, il ne demandait pas mieux que de se décharger de cette atroce réalité. L'aiguille injecta une nouvelle part du démon dans la carcasse usée de Rick Duval. Il s'allongea sur le lit et bascula au bout de quelques secondes. Le lendemain matin, il sauta sur ses pieds. Pour la première fois depuis longtemps, un bien-être l'avait envahi. Il se sentait capable de soulever des montagnes. Avec une pointe d'inquiétude, il scruta la chambre et le miroir. Tout était normal. Le corps de Tony Massini avait disparu. Et le sang aussi. Tout ça n'avait sans doute été qu'un cauchemar. Trop puissante cette cam, il m'en faut pour la tournée. Eric expédia un texto à son dealer Ethan. Je t'attends au Blue Palace pour une interview. Puis il prévint la réception de la venue de son visiteur. Le temps pour Rick de prendre une douche, et le dealer cogna à la porte. Il ne traînait jamais loin des hôtels de luxe. Entre, j'étais en train de rassembler mes affaires. On part en tournée demain matin. Ouais, je sais, t'inquiète, je dis la presse people. Répondit Ethan avec un clin d'œil. Et avec Metallica, on dirait que les affaires reprennent. Ouais, c'est juste pour une date. Mais ouais, les places de la tournée se vendent bien.
La com a fait son taf. Bon alors, il te faut quoi? Enchaîna Ethan en ouvrant sa sacoche noire. J'ai de nouveau coke, héros et en fait. Non, là, le truc de la dernière fois, là. La Demon Lice. Ah, tu veux dire la Demon Ice? La glace du démon. Rupture de stock, mon pote. Oh non, c'est pas vrai. Ah, les 5 flacons qui me restent, ils sont déjà réservés. Je dois aller les livrer tout à l'heure. Non, ils sont pour moi. Je te paye le double. Ethan fit mine d'hésiter. Ah, ça va me mettre mal avec mes autres clients, ça. Mais c'est ok, va pour le double. L'affaire fut rapidement conclue et le dealer repartit discrètement comme il était venu. Au sortir de la chambre, Rick croisa Jumbo dans le couloir, son batteur, traînant une valise à roulettes sur la moquette beige. T'as entendu la nouvelle? Rick éprouva une montée de tension. Non, quoi? Tony a appelé la prod ce matin pour dire qu'il était malade et qu'il lâchait la tournée. Malade? Merde alors. On est sûr que c'est bien lui qui a appelé? Bah oui, qui d'autre? T'as bonne mine toi aujourd'hui. Enfin bref, il va être remplacé au pied levé par Travis Chandler. On nous a même pas demandé notre avis, comme d'hab. Ouais, c'est toujours mieux que de pas avoir de manager. Ouais, bon. J'ai embrassé ma femme et mes gosses. Et on se voit demain matin à l'aéroport. Allez, ciao. Ouais, salut, ouais. L'avion toucha la piste de l'aéroport de Heathrow. La tournée commençait par Londres sur 2 jours, puis direction Copenhague pour redescendre par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la France, la Suisse, la Pologne et la Hongrie. Il finirait par un saut de 2 jours en Italie avant de regagner les États-Unis. Tandis que Chandler, le manager intérim, exposait le programme au groupe et son staff réunis dans le hall du Royal Hotel, Rick n'attendait qu'une chose, se poser dans sa chambre avec un bon remontant. Et il constatait que cette came liquide le transformait radicalement. Qu'un bouleversement profond s'opérait dans son corps et son esprit depuis la première dose. Il se sentait plus fort, comme rajeuni. Le concert du soir fut mémorable. Rick s'était envolé et sa guitare avait sorti des sons qui avaient transcendé le public et les autres musiciens. Ouais, jamais je t'avais entendu jouer comme ça, mec. S'en joua Jumbo, une fois dans les loges. Les 2 autres membres du groupe rangeaient leur tenue de scène. Ah ouais, c'était magique ce soir. S'enthousiasma Brad, le bassiste. Ah ouais, magique c'est le mot, ouais. Ouais, pourvu que ça dure. Ironisa le chanteur, Mick, en se recoiffant. Rick lui fit un doigt d'honneur dans le miroir. Personne ne remarqua qu'en fait, Rick était occupé à lasser ses baskets. Les concerts européens se couronnèrent d'un immense succès grâce aux articles dithyrambiques de la presse spécialisée et les retours favorables du public. Rick Tiger Duval retrouvait de sa superbe. Mieux, il subjuguait. Mais de jour en jour, de nuit en nuit, d'épouvantables visions s'imposaient au guitariste. L'ombre noire derrière le reflet du miroir promettait plus, demandait plus. Elle demandait plus de place dans le corps de son hôte. Il lui fallait encore des doses, plus de doses. Le musicien junkie tâchait de contrôler ses prises pour garder de ce précieux liquide jusqu'à la fin de la tournée. Si seulement Ethan avait pu lui en fournir plus. Ce produit avait tout du miracle, s'il n'y avait pas ces affreux cauchemars. Et puis sur la dernière date, une nouvelle tomba. On venait de retrouver le corps de Tony Massini dans la benne à ordures d'une ruelle sordide derrière le Blues Palace à Las Vegas. Les flics menaient une enquête et souhaitaient interroger les membres du groupe dès leur retour aux États-Unis. Cette nuit-là, Rick s'apprêta à sortir s'aérer dans les rues de Milan et pourquoi pas aller s'éclater dans une boîte de nuit. Il avait une de ses pêches. Assailli par une foule de fans à la sortie de l'hôtel, il renonça, fit demi-tour. Une fan parvint à se faufiler jusqu'à l'ascenseur et le suivit à l'intérieur. Un vigile se précipita, mais Rick leva une main. Pas de problème, elle est avec moi. No problemo. Une fois dans la chambre, Rick offrit une boisson à la jeune femme. Gin tonic. Elle alluma une cigarette. J'arrive pas à y croire, quoi. Je suis avec Rick Duval, quoi. Et vous pensez que demain, il y a moyen de me présenter au mec de Metallica? Pourquoi pas, ouais. Mais je te promets rien. Hetfield, c'est une vraie tête de con. Je te parle même pas d'Ulrich. Rick se dirigea vers la salle de bain, sa petite trousse noire à la main. Il en ressortit torse nu et fringant. Il se servit un whisky. Tandis qu'il trinquait, Rick demanda son nom à la jeune femme. « Et comment tu t'appelles ?»« Je m'appelle Jessica. » Il n'eut pas le temps d'entendre la réponse que ses neurones s'entrechoquèrent, ses globes se retournèrent et il gémit de plaisir. Oh. Puis ce fut le blackout. En revenant à lui, il baignait dans une poisse rouge que les draps et le matelas n'absorbaient pas. La jeune femme sans nom gisait à côté du lit, le visage bleu, la gorge déchiquetée, le thorax écartelé. En face du lit, la grande glace ovale inclinée sur la commode lui rejoua la scène à l'envers. Le corps ensanglanté qui remonte sur le lit, le thorax qui se referme au moment où les mains en sortent.
Des mains? Vraiment? Non, ça ne ressemblait plus à des mains, mais à des crochets cornus, aussi effilés que des lames de serpe. L'aspect de son reflet autonome le pétrifia. Ça ne pouvait pas être lui. Il voyait là une créature fuligineuse, tentaculaire, pourvue de plusieurs bouches et de 6 bras squelettiques terminés par des ergots recourbés, odieusement affairés à copuler avec l'humaine à 4 pattes face au miroir. Le visage de la femme passa du bleu au rouge avant que les ergots autour de son cou ne se décrispèrent en refermant la gorge. La stupeur céda la place au plaisir et tout se déroula de l'issue jusqu'au début de la scène. Un quart d'heure plus tard, Rick Reflet et la fille ressortirent de la chambre en marche arrière et la porte se referma. Le visage de Rick au présent réapparut dans la glace. Il aurait aimé maudire des hallucinations, mais la morte était bien là, étendue dans sa chambre d'hôtel. Cette fois, il prit les devants en s'adressant à son double. Il alluma l'enregistreur et demanda « Et qu'est-ce que je fais maintenant ?» Comme la dernière fois, je m'occupe de tout. Et la police a retrouvé le corps de Massini, et ils veulent nous interroger. Ils vont finir par faire le lien. Fais-moi confiance, ils ne feront pas le lien. Et pour ce soir non plus. Encore une petite dose, et notre union sera scellée. T'obtiendras tout ce que tu désires, et je te débarrasse de ce petit problème. Pourquoi avoir tué cette fille? Et Massini? Je suis peut-être un junkie, mais je suis pas un assassin. On a besoin d'énergie, Rick. J'ai besoin de puiser la matière dans le vivant, si je veux prendre corps. Qu'est-ce que t'entends par prendre corps? Me matérialiser. Définitivement. Dans ton monde. Tu dois juste me faire encore un petit peu de place. Si je comprends bien, tu veux te servir de mon corps comme d'un autre. Ton corps ne t'appartient plus depuis longtemps, mon pauvre Rick. Dès lors que ton esprit l'a déserté pour aller divaguer dans tes délires artificiels, tu es devenu un pantin. Je considère plutôt ton corps comme une chrysalide, dont je vais m'extraire après la prochaine dose. Rick se tordit la bouche dans une grimace de dégoût. Je refuse d'être ouvert en deux comme une huître. Tu délires ou quoi? Non, y a pas moyen que je m'injecte encore ce truc. Terminé. Putain, fuck! Si j'avais su. Rick n'admettait pas que sa coquille devint l'instrument d'une entité. Des années de shoot lui avaient probablement grillé la cervelle. C'est ce que son entourage lui répondrait s'il s'avisait de raconter le délire auquel il était en proie. Il redémarra l'enregistreur. C'est toi que j'ai vu tout à l'heure dans le miroir? C'est à ça que tu ressembles en vrai? Ce truc avec plein de bras et des bouches dégueulasses? Qu'est-ce que t'es au juste? Je ne suis rien. Que la mort qui se nourrit du vivant pour exister. Du néant qui se hisse vers la lumière pour mieux l'éteindre. Je deviens barge, souffla-t-il pour lui-même. Il n'empêche que la réalité crue s'étalait de toute son horreur. Sa fan trop audacieuse gisait sans vie et cela faisait de lui un meurtrier. Une chose qu'il n'aurait pu concevoir. Pire qu'un meurtrier, au vu de l'état pitoyable de la dépouille mutilée, il était un barbare, un monstre. Son reflet maléfique mima le geste de la piqûre. Rick balança le cendrier dans la glace. Non! Il tourna en rond, cherchant une solution à son problème. Une solution qui ne venait pas. C'était la prison ou la picouse. Après tout, il était si simple de déléguer toute cette merde à ce monstre. Ne le rendait-il pas plus fort? Tout comme pour Massini, le cadavre disparaîtrait de lui-même. Il n'aurait rien à assumer. Et puis cette histoire de chrysalide n'était probablement qu'une métaphore. Il était inconcevable que son corps ne s'ouvre pour donner naissance à la créature sombre aperçue dans le replay inversé du carnage. Il soupira, s'assit sur le bord du lit. Sa main hésita. Puis il finit par se saisir de sa trousse noire, d'où il extrait une seringue neuve. Plus une place praticable ne subsistait sur sa veine meurtrie. Il se piqua entre les orteils. « Je suis faible », murmura-t-il. Cette fois, la voix qui lui répondit fut intelligible. Mais surtout, elle provenait à présent de l'intérieur. « Oui, tu étais faible. Mais maintenant, c'est terminé. » Au lieu de l'habituelle montée de plaisir intense, Rick fut saisi d'une violente angoisse avant de sombrer dans le gouffre de l'amnésie. Le lendemain matin,
la fan morte et son sang avaient disparu. Le stade milanais de San Siro était bondé. Le concert filmé, en vue d'une sortie numérique. Les 80 000 spectateurs venus acclamer Lost Salvation et Metallica se soulevèrent en une vague gigantesque au premier riff lancé par Rick Tiger Duval. Jumbo tabassa les fûts de sa batterie dans un grondement de tonnerre, tandis que dans l'ombre des coulisses, Lars Ulrich remuait la tête, accoudé à un flycase. Le batteur de Metallica affichait une moue admirative en agitant son pouce devant les caméras. James Hetfield apparut cigare aux lèvres en formant le signe des cornes de sa main droite. Kirk Hammett, galvanisé, se tenait en retrait, les yeux rivés sur le guitariste de Lost Salvation. Rick Duval déchaîna la foule avec une énergie surhumaine et une musicalité hors du commun qu'on ne lui avait jamais connue jusqu'alors. Il embarquait avec lui tous les membres du groupe dans une frénésie communicative. Il sentait la chaleur du public, mais aussi l'acier glacé du démon dans sa chair. Au milieu du troisième morceau, ses doigts commencèrent à le faire souffrir. Il peinait à présent à l'émouvoir. Une douleur atroce irradia ses jambes. Il se mit à tituber sur l'immense scène au milieu de la brume et des effets de lumière multicolores. Puis il s'écroula, secoué de convulsions. Le public criait. Tout se déroula en une poignée de secondes. Les membres du groupe, médusés, s'arrêtèrent de jouer. Un à un. Les oreilles de Rick se mirent à saigner. Il hurla. Ses yeux explosèrent dans une projection d'humeur aqueuse. Son visage se fendit comme une couture trop tendue. Puis, son corps s'ouvrit de haut en bas. Les 6 bras disproportionnés et noueux du démon écartelèrent ses côtes, en les cisaillant de ses ergots. Alors, la bête libérée se dressa sur ses pattes fibrineuses, la guitare accrochée à elle. Un étrange grondement sortit de la sono, tandis que le démon agitait ses appendices griffus le long des cordes. Il se mit à galoper sur la scène en direction des coulisses. Une partie du public se demandait si tout cela faisait partie du spectacle, tandis qu'une autre partie entrait dans une phase de panique. Depuis l'estrade de sa batterie, dont il n'osait bouger, Jumbo vit la forme monstrueuse se jeter sur les musiciens de Metallica. Ils n'eurent pas le temps de reculer. Chaque paire de bras saisit une gorge et la transperça de son ergot. Jumbo vit quelque chose valdinguer au-dessus de lui. Quand ce quelque chose roula sur le sol au pied de Brad, le bassiste, il reconnut la chevelure éparse de Kirk Hammett. Puis la tête de James Hetfield s'envola en direction du public. Lars Ulrich, la gorge perforée, se débattait frénétiquement, tentant de se libérer des tentacules qui l'enserraient comme des queues de scorpion. Puis d'un seul coup, l'entité le déchira comme une boîte de carton. Deux agents de sécurité furent éviscérés, sans plus d'atermoiement. Sur le plateau, personne n'osait bouger, tandis que le public tourbillonnait à la façon d'une mer rouleuse dans la fosse et les gradins. La bête, ivre de sang, fonça sur l'estrade de Jumbo qui tomba de son tabouret. Avec une violence inouïe, elle planta la tête pointue de la guitare dans la bouche ouverte du batteur jusqu'au fond de la gorge et sauta jusqu'au bord de la scène. Là, elle plongea dans la foule et le carnage continua. Des organes volèrent de droite et de gauche dans une orgie sanguinolente. Mais malgré sa faim, sa soif et sa furie, le démon matérialisé ne parvenait pas à absorber l'énergie de tous ces corps qui l'étouffaient. Il s'était gavé de vie jusqu'à l'écœurement et la masse humaine chaotique se refermait sur lui, commençant à le piétiner. Il fut finalement écrasé, aplati, puis disloqué, jusqu'à n'être plus qu'une traînée de lambeaux épars collée aux semelles des milliers d'individus terrifiés qui se pressaient vers la sortie. Dans les minutes qui suivirent, la nouvelle du terrible événement avait fait le tour des réseaux. 3 membres du groupe Metallica auraient été massacrés par Rick Tiger Duval lors d'un concert en Italie.
Des dizaines de morts. Les sirènes de police hurlaient. Massimo Fatucci, l'inspecteur en charge de l'enquête, contemplait l'horreur depuis la scène. Le corps vide du guitariste gisait toujours là, comme une plaie béante, entouré d'un marquage à la craie. Massimo Fatucci se hissa sur le podium pour examiner le cadavre du batteur, le manche de la guitare planté dans la gorge. Penché sur le corps, Massimo Fatucci pouvait voir son visage se refléter dans la plaque de protection chromée de l'instrument. Le temps d'un clignement d'œil, il eut l'impression qu'une ombre était passée, remplaçant son visage par celui du célèbre guitariste. Il attribua le phénomène au stress et à la fatigue. Il donna l'ordre d'embarquer tout ce qui traînait dans les loges. On allait avoir besoin d'un maximum d'éléments pour comprendre ce qui s'était passé. L'équipe fut interrogée et Robert Trujillo, le bassiste de Metallica, fut entendu. Mais il n'avait rien vu. Il se trouvait dans sa loge et s'échauffait en prévision du concert. De la loge de Rick Duval, on embarqua le sac contenant sa petite trousse noire et son mini-enregistreur. On n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. D'autant que des témoignages de meurtres similaires émanent, depuis quelques jours, des quatre coins du monde à travers Internet et les médias. Les polices sont débordées. Par-dessus le marché, une nouvelle drogue se répand comme la peste. Et certains scientifiques évoquent déjà un lien avec la vague de crimes. Cette semaine, les autorités ont fait saisir et interdire les copies d'une vidéo virale sur laquelle on assistait à la transformation de Duval sur la scène du stade milanais de San Siro. Officiellement, il s'agirait d'un fake fabriqué par de l'IA. Mais les images ont stupéfié les enquêteurs. En cherchant bien, vous pourriez peut-être en trouver une copie. Car sur la toile, rien ne disparaît jamais vraiment.